C'est l'un des sommets internationaux les plus importants de l'année, 10 ans après l'accord de Paris sur le climat. Dans 2 semaines, la ville de Nice accueillera la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. L'événement réunira des chefs d'État, scientifiques, entreprises et ONG. Les organisateurs annoncent la participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec un objectif immense, renforcer la protection et l'utilisation durable de l'océan, des mers et de leurs ressources. À l'issue de la conférence, un plan d'action devrait être adopté comprenant une déclaration politique et une liste d'engagements volontaires. Un texte déjà jugé insuffisant par certaines ONG comme Greenpeace qui dénonce un manque d'ambition pour répondre à la crise des océans. Pour en parler, le responsable du bureau Guyane au WWF est notre invité ce matin. Bonjour Laurent Kell. Bonjour, merci de l'invitation. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bienvenue sur Radio Pays. Je précise que vous serez à Nice pour la conférence. Alors pas vous personnellement, mais des représentants de l'antenne guyanaise du WWF. Il y aura aussi un pavillon dédié aux Outre-mer avec l'ensemble des territoires ultramarins et leur exécutif pour la Guyane. C'est Jean-Paul Ferreira, le premier vice-président de la CTG qui sera sur place. J'aimerais déjà, avant qu'on rentre dans le détail, Laurent Kell, avoir un petit peu votre état d'esprit là, quelques semaines, quelques jours de l'événement. Est-ce que vous y allez, enfin est-ce que vous l'attendez, on va dire, avec un peu d'espoir, ou vous craignez que, comme le disait Greenpeace, le texte final soit un petit peu une espèce de coquille vide ? Alors c'est vrai que ces grandes conférences, il faut effectivement les lire avec ces deux niveaux. Qu'est-ce qu'on peut vraiment en attendre sans non plus espérer que ça révolutionne quoi que ce soit, puisqu'on a trop vu ce genre de conférences se suivre les unes après les autres sans changer grand-chose dans les faits et surtout sur le terrain. Nous, on y va malgré tout avec quelques objectifs clairs et du coup de l'espoir réel autour de cet objectif, notamment parce que bien sûr la France co-accueille et co-organise cet événement international sous l'égide des Nations Unies. Donc ça donne une responsabilité particulière, ça donne un éclairage particulier à l'échelle des Outre-mer français et particulièrement pour nous, pour la Guyane. Je reprends la phrase qu'a prononcée la semaine dernière le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Cette conférence a vocation à être pour l'océan l'équivalent de ce que l'accord de Paris a été pour le climat et pour les émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris, c'était il y a 10 ans. On se souvient bien que les objectifs n'ont pas été atteints. C'est le problème, c'est la limite de ces grands rendez-vous internationaux à chaque fois. Complètement, mais je pense que maintenant tout le monde en a conscience. C'est pour ça que ça sert malgré tout parfois d'accélérateur sur des points très particuliers. Et nous, si on a pris la décision d'y aller, c'est bien parce qu'on a identifié cette conférence comme un levier possible d'accélération sur 2 sujets en particulier qui concernent la région. Oui, sur des points précis dont on reparlera dans quelques minutes. Un mot quand même pour expliquer ce qui va se passer concrètement. Il y a 30 000 délégués du monde entier qui vont venir, donc des États, je le disais, diplomates, scientifiques, des personnalités du secteur économique, de la finance et puis la société civile. Enfin, il y a énormément de monde. Ça va ressembler à quoi finalement ? Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un tel rendez-vous, parce qu'on peut pas mettre 30 000 personnes autour d'une table. Effectivement. Alors déjà, c'est segmenté d'un point de vue calendrier. Il y a, avant la conférence elle-même, une première réunion qui va associer les scientifiques. Oui. Donc ça, une partie effectivement de l'équipe va s'y rendre pour nous, le bureau guyanais. Après, il y a une autre conférence sur tout ce qui est finance autour de l'économie bleue. Voir quels sont les enjeux économiques et quelle durabilité peut-on espérer autour de ces enjeux économiques, avant que la conférence elle-même ne s'organise. Et au sein de cette conférence elle-même, il y aura plusieurs segmentations. Une zone bleue, la zone bleue donc, qui est la zone vraiment limitée au corps diplomatique, à laquelle nous, en tant qu'ONG, nous n'aurons pas accès. Enfin, nous aurons quelques représentants triés sur le volet qui vont avoir accès à cette zone bleue. D'accord. Et après, ce qu'on appelle la zone verte, donc la zone beaucoup plus ouverte où la société civile, dans toute sa diversité, va pouvoir participer, contribuer. Et ça va être l'occasion pour nous, effectivement, de présenter un certain nombre de projets ou de propositions d'amélioration de la situation. Donc ça reste effectivement une grand-messe qui est donc segmentée en plusieurs sous-événements. Ça va durer à peu près une dizaine de jours quand on inclut l'ensemble de ces aspects-là. Avec aussi, comme c'est quasiment le cas à chaque fois, des événements un petit peu en parallèle qui s'organisent. Je crois que quelques jours avant le sommet, il y aura notamment la communauté scientifique qui va se réunir. Je crois que c'est à l'initiative de l'IFREMER et du CNRS. Exactement. Donc là, effectivement, on aura dans notre équipe la personne en charge des programmes scientifiques. Vous savez, ici en Guyane comme ailleurs, il y a pas mal d'aspects scientifiques qui sont associés au suivi et à la protection de l'environnement. Oui. Donc ça va être suivi à notre niveau avec par la suite un renforcement de la délégation, puisque pour la première fois, on aura l'occasion d'amener une délégation du plateau des Guyanes à cette conférence. L'idée, c'est aussi d'essayer de parler d'une seule voix à l'échelle du plateau des Guyanes, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas toujours facile.
Et l'opportunité de ces conférences, c'est aussi de donner l'occasion à des délégués du Guyana, du Suriname et de Guyane d'essayer de parler d'une seule voix. Est-ce que cette conférence, Laurent Kell, elle démontre pas au moins une chose, c'est qu'on se met à traiter la question des océans à part entière. À chaque fois, on en parlait un petit peu de façon fragmentaire entre le climat, la biodiversité, le plastique, la pêche, le transport. Là, pour le coup, il y a une approche transversale du sujet. Oui, il y a une approche transversale, sachant que ça reste une conférence liée aux océans, donc ça reste en soi une forme de segmentation. Oui. Il faut rappeler que c'est lié aux objectifs de développement durable des Nations Unies qui ont été donc érigés en 2015 comme l'horizon d'ici à 2030, avec un de ces 17 objectifs qui est vraiment lié aux océans, l'objectif 14. Et ça va conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. Exactement. Et donc ça va être concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, qu'est-ce qui a pu se faire autour de ces belles intentions ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Et on sait qu'il reste surtout beaucoup de choses à faire en Guyane comme ailleurs. Alors, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'objectif, il est immense. Il y a un nombre de sujets considérables qui vont être abordés. L'exploitation minière en eau profonde, la production de plastique, les pratiques de pêche destructrice ou encore la biodiversité marine. Concrètement, vous, avec votre casquette du WWF Guyane, Laurent Kell, vous allez défendre quel sujet à Nice ? Donc 2 sujets, c'est bien ça ? Oui, effectivement. Alors on a 2 sujets qui vont surprendre personne parmi les gens qui nous connaissent, en tout cas ici en Guyane ou sur le plateau des Guyanes. Alors il y a un premier sujet très très positif qui est la promotion du système de tri de sélectivité de la pêche à la crevette, le TED. Oui. Donc c'est un système que les pêcheurs, les chalutiers guyanais ont adopté il y a une quinzaine d'années et qui leur a permis, avec notre appui, d'éliminer 95% des captures accidentelles de tortues marines. Donc en Guyane, c'est devenu obligatoire à la demande des pêcheurs. Il se trouve que c'est toujours pas obligatoire en termes de normes d'importation de la crevette sauvage au sein du marché communautaire européen. D'accord. Donc ce qui veut dire concrètement que l'Europe continue d'importer de la crevette sauvage de la part de pêcheurs qui n'utilisent aucun système de sélectivité. Donc ça veut dire que quand ils pêchent en moyenne 1 kg de crevettes, ils vont capturer 9 kg d'autres prises accessoires. Ça va être des poissons, des tortues, des requins, etc., etc. Donc nous, une des demandes fortes dans le cadre de l'UNOC, de cette conférence internationale, c'est que l'Union européenne adopte enfin un système de critères environnementaux qui permettent d'interdire l'importation de crevettes en Europe qui ne sont pas pêchées avec le TED, comme l'utilisent les pêcheurs guyanais. Comment ça se fait que l'Europe soit si en retard sur ce sujet-là, Laurent Kell, alors que le dispositif il est déjà obligatoire dans les pêcheries de crevettes tropicales au chalut qui exportent vers les États-Unis ? Exactement, il y a 40 pays maintenant qui ont adopté ce système à la demande express des États-Unis, puisque, comme vous le dites, soit ils l'utilisent, soit ils n'ont plus le droit de vendre leurs crevettes aux États-Unis. Donc ce que font certains pays qui n'utilisent pas ce système, c'est simplement qu'ils le vendent en Europe. Comment ça se fait que ça continue de perdurer ? C'est pas faute d'avoir déjà effectivement porté le sujet, d'avoir eu aussi un soutien de la France sur ce sujet-là. En fait, il y a plusieurs directions générales au niveau de la Commission européenne, notamment la DG Trade, qui semble prioriser encore et toujours la libre concurrence, donc éviter toute forme de normes environnementales, quelle que soit la production. Là, en l'occurrence, on parle d'une production issue du milieu naturel, donc ça paraîtrait logique et même indispensable d'avoir des normes environnementales. C'est toujours pas le cas en Europe, donc c'est un des points forts sur lequel on va fortement insister avec notre délégation à l'UNOC, avec la force du réseau WWF et de tous les partenaires. Oui, la politique de la Commission européenne sur le libre marché, finalement, nous ne sommes pas là pour interdire quoi que ce soit, elle continue d'être en vigueur encore aujourd'hui. En tout cas, la DG Trade l'a défendu jusqu'à récemment, contrairement à la DG Environnement, à la DG Marais, qui sont d'autres directions générales qui nous soutiennent dans ce combat. Donc on espère que l'UNOC a vocation à être un accélérateur de bonnes pratiques. Concrètement, on pense apporter sur un plateau une bonne pratique que la Commission se doit d'adopter dans les meilleurs délais. Donc grâce aux travaux menés en Guyane à l'origine, je tiens à le souligner. Donc premier sujet, la promotion, vous nous l'avez dit, du dispositif TED. Deuxième sujet, ce sera ? Alors deuxième sujet, là encore pas de surprise sous le soleil guyanais, c'est la question de la pêche illégale. Il faut rappeler que en début de ce mois, on a fait un nouveau survol et qu'on a égalé le record d'intensité de pêche illégale qu'on a constaté dans les eaux. 103 navires illégaux, 63 côté Brésil et 40 côté Suriname. Donc une intensité encore et toujours très très forte de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises ici en Guyane. Oui. Donc là, on va signer un accord pour un nouveau projet avec l'AFD. L'AFD va nous soutenir
pour un projet qui s'appelle Great Ocean et qui va associer le Guyana, le Suriname et la Guyane, les sociétés civiles de ces 3 territoires, pour la mobilisation de jeunes ambassadeurs autour de la biodiversité marine, d'une part, la création d'un réseau d'observateurs de la pêche illégale dans chacun de ces territoires au sein de la société civile, l'idée étant que la Guyane ne soit pas un peu seule à se battre contre ce fléau. Alors la Guyane est la victime principale, mais il ne faut pas oublier que au Suriname ainsi qu'au Guyana, la pêche illégale existe aussi, mais qu'elle est tout simplement moins documentée et du coup moins médiatisée. L'idée, c'est de rééquilibrer les choses afin que chacun des gouvernements concernés soit en mesure, on l'espère, d'agir enfin à la hauteur du phénomène. La mobilisation de jeunes ambassadeurs du milieu marin, ça veut dire quoi concrètement ? Alors concrètement, ça veut dire que on sait qu'il y a des jeunes dans les lycées, dans les universités du Guyana, du Suriname et de Guyane qui rêvent de devenir un peu plus et un peu mieux impliqués autour de ces questions liées à la biodiversité marine, protéger les dauphins de Guyane, protéger les tortues. Et donc c'est identifier ces quelques jeunes dans chacun de ces territoires, leur donner les outils d'accès à l'information, les outils de formation aussi à des techniques de plaidoyer, pour que d'ici 2 ans à 3 ans maximum, ce soit ces personnes qui soient en mesure de totalement défendre la biodiversité marine et les enjeux liés au milieu marin et bien sûr en priorité la lutte contre la pêche illégale à l'échelle du plateau des Guyanes. Et ce qui est symbolique finalement, c'est que pour la première fois, la Guyane, le Suriname, le Guyana iront avec une délégation commune à un sommet international, alors qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là depuis ces dernières années, l'impression qui ressort, c'est que chacun est un petit peu de son côté, sans une réelle coordination régionale. Là, vous avez un peu de l'espoir, on va dire, sur ce sujet. Je dirais que la coordination régionale, elle a déjà en partie avancé il y a 1 an. En juin 2024, nous étions tous réunis à Paramaribo autour de la question de la pêche illégale et c'était le Suriname Fisheries Department qui avait accueilli cette conférence. Donc déjà, c'était un signe intéressant de montrer que au Suriname aussi, il y a des gens qui veulent lutter contre la pêche illégale. Il ne faut pas considérer qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre les méchants. C'est vraiment beaucoup plus nuancé que ça. Donc on compte aussi sur les forces vives et sur les alliés qui existent au Guyana, au Suriname et bien sûr en Guyane pour trouver les solutions contre la pêche illégale. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, ça reste le phénomène et le fléau numéro 1 en termes d'absence de préservation des ressources marines. Pour mémoire, il y a 25 ans, on avait à peu près 1000 tortues luttes chaque année dans l'estuaire du Maroni. Cette année, la réserve naturelle de la Mana Equata nous annonce 8 individus. Donc on est passé de 1000 à 8 individus en l'espace de 25 ans. Donc ça montre à quel point un effort de pêche illégal, non sélectif, intensif comme la pêche illégale peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur des populations qui étaient déjà menacées en amont. Alors les mentalités, on va dire, évoluent aussi chez nos voisins malgré tout, et vous venez de le dire, le problème il continue, les années passent et j'ai l'impression finalement que, vous l'avez dit tout à l'heure, encore une centaine de bateaux, c'est ça, illégaux qui ont été repérés en début du mois. En seulement quelques heures. En 4 heures de survol, donc le protocole standardisé qu'on utilise depuis 3 ans maintenant. Est-ce que sur ce sujet-là, Laurent Kehl, il y a des actions, on va dire des interpellations prévues dans le cadre du sommet qui va se tenir à Nice pour faire avancer le dossier? Oui, et d'ailleurs on voit que le gouvernement s'y prépare puisque hier lors du comité interministériel de la mer, il y a eu quelques annonces du Premier ministre qui concernent très directement cette question de la pêche illégale. Après ce sont des annonces, on ne va pas vous le cacher, qu'on a déjà entendu, la destruction en mer de navires. Il reste visiblement du travail à faire d'un point de vue législatif, mais aussi d'un point de vue opérationnel pour que ça se concrétise. Donc on voit que ça reste un sujet, c'est devenu en tout cas un sujet suivi au plus haut niveau de l'État. Après, nous, ce qu'on attend, c'est la concrétisation très opérationnelle sur le terrain. Et au jour d'aujourd'hui, le 27 mai 2025, on attend toujours que ça se traduise dans les faits. Donc c'est aussi ce qu'on va dire lors de la conférence, bien sûr, au niveau du gouvernement français et au niveau de l'Union européenne. Puisque vous parlez de l'État et des services de l'État, Laurent Kehl, on avait reçu au mois de septembre Éric Banel, le directeur des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, qui était de passage en Guyane il y a quelques mois. Il nous avait dit qu'il y avait des discussions avec la Commission européenne justement pour sanctionner le Suriname pour inaction en matière de lutte contre la pêche illégale. On en est où sur ce point d'après les informations qui vous remontent? Alors sur ce point, il faut saluer le fait que la France a fait remonter tous les signalements de pêche illégale depuis pas mal d'années, ce qui fait que la Commission a effectivement bougé sur ce point. Nous-mêmes, nous étions allés à la rencontre de la Commission en janvier de cette année, donc nous avons notamment rencontré le directeur de l'unité pêche illégale de la Commission européenne à Bruxelles,
mi-janvier 2025. Et ce même directeur de l'unité de lutte contre la pêche illégale s'est rendu au Suriname fin avril, début mai. Donc un premier contact a eu lieu très concrètement. Après, sanctions, pas sanctions, ça dépendra de la réactivité du gouvernement surinamais par rapport à leurs efforts actuels de lutte contre la pêche illégale, dont on sait qu'ils sont très très nettement insuffisants, bien évidemment. Donc le premier contact a été établi directement entre la Commission et le gouvernement surinamais. Après, on sait que c'était avec l'ancien gouvernement surinamais, puisque les élections ont eu lieu ce week-end. Restera à voir quel avenir le futur gouvernement donnera à ce sujet prioritaire, sachant qu'en l'absence de mobilisation au Suriname, ce seront donc des sanctions européennes qui tomberont, donc concrètement une interdiction pour le Suriname d'exporter ses produits de la mer vers l'Union européenne. Vous êtes favorable, vous, justement, à ces sanctions? On parlait de diplomatie tout à l'heure, de renforcer les liens, renforcer la coopération avec le Suriname et le Guyana. On voit bien, parfois qu'il peut y avoir un déséquilibre entre cette coopération-là d'un côté et de l'autre, la nécessité quand même de mettre en place des sanctions parce que les choses n'avancent pas. Complètement, c'est l'intérêt qui se déroule en ce moment, enfin l'intérêt d'avoir les deux leviers, à la fois la carotte, on va dire, la promotion d'avancées quand elles existent concrètement, et à l'inverse le bâton, c'est-à-dire que si rien ne bouge dans les mois, dans les années qui viennent, ça va être le bâton en l'occurrence qui est tenu par la Commission européenne et qui prendra des sanctions économiques majeures à l'encontre de Suriname si rien n'évolue. Donc la bonne nouvelle, c'est que enfin ce premier contact entre la Commission et le Suriname a eu lieu il y a quelques semaines. Et en parallèle, nous, on va continuer de proposer une coopération avec l'ensemble des sociétés civiles concernées au Guyana et au Suriname, puisqu'encore une fois, il y a aussi des bonnes volontés outre-Maroni. Qu'est-ce qui pourrait se passer du coup pour qu'on arrive à se représenter les discussions à venir à Nice? Qu'est-ce qui pourrait se passer pendant cette conférence sur le sujet de la pêche et en particulier le sujet de la pêche ici en Guyane? Il y a 2 mois, Emmanuel Macron a appelé à continuer la lutte contre la pêche illégale, illicite et non déclarée qui représente, je crois, entre 10 et 20% de la production mondiale. Concrètement, ce sujet-là, il pourrait être intégré à la grande déclaration finale, Laurent Kell? Oui, en fait, c'est ce qui va se jouer dans les quelques jours de la conférence elle-même, dans la zone bleue dont on parlait, entre diplomates. Nous, notre rôle avec la délégation du plateau des Guyanes, c'est de s'assurer que les diplomates de chacun des pays concernés aient pleinement conscience de l'urgence de la mobilisation diplomatique autour de la pêche illégale sur le plateau des Guyanes, et que les uns et les autres fassent leur travail pour que, in fine, ça fasse partie des mots-clés de la déclaration finale, puisque comme vous le disiez, ça reste une déclaration globale. Il faut garder en tête aussi que la précédente conférence du même type qui s'était déroulée à Lisbonne en 2022 avait accouché de 3 fois rien. Donc la France, cette fois-ci, avec le Costa Rica co-organisateur, annonce une volonté de concret et d'ambition, donc ça reste bien sûr là aussi à définir. Et encore une fois, nous, sur le plateau des Guyanes, ce qu'on va surtout mesurer, notamment via les survols aériens à venir, c'est concrètement, est-ce que ça évolue ou pas en termes de lutte contre la pêche illégale. Oui, pour que les choses soient claires, il n'y aura pas un alinéa au sein de cette grande déclaration finale qui concernera uniquement le sujet de la pêche illégale, pas forcément qu'au large de la Guyane, mais en tout cas au niveau de tout le plateau des Guyanes. On va pas espérer que ce soit à ce niveau-là. On peut espérer une nouvelle déclaration d'ambition contre la lutte, contre la pêche illégale à l'échelle globale, mais avec une feuille de route à minima vis-à-vis du Guyana, vis-à-vis du Suriname et vis-à-vis de la France en Guyane. On parle souvent, dès qu'on parle de la Guyane, de sa richesse écologique, qu'elle soit sur la terre ou en mer. Concrètement, Laurent Kell, qu'est-ce qu'on risque de perdre si rien n'est fait en fait pour mieux protéger nos eaux? Là, on est sur le point de perdre la tortue luth dans la réserve naturelle de la Mana, ce qui est déjà en soi une catastrophe écologique majeure. Il faut garder en tête que cette réserve naturelle a été créée à la fin des années 90 spécifiquement pour protéger la tortue luth, qui était déjà une habituée des lieux depuis une trentaine d'années au moment de la création de cette réserve. On est passé, comme je le disais auparavant, de 1000 individus par an à 8 cette année, donc c'est d'ores et déjà quasiment perdu en termes de combat. Donc nous, avec tous les acteurs locaux, Quata notamment, mais aussi la DGTM et d'autres intervenants, la priorité, ça va devenir de préserver les tortues luth survivantes autour de Cayenne-Montjoly. D'ailleurs, c'est probablement pas un hasard si elles survivent beaucoup mieux
là où la pêche illégale est quasiment inexistante. Donc c'est un peu aussi une démonstration par défaut de montrer à quel point cette pêche illégale a été destructrice et continue d'être destructrice sur la tortue luth notamment. Le prochain sur la liste, c'est le dauphin de Guyane, qui a aussi beaucoup disparu ces 10 dernières années. Et bien sûr, l'espèce cible de ces pêcheurs illégaux, c'est l'acoupa rouge. On est très inquiet du statut de l'acoupa rouge, qui risque de passer menacé lui aussi. Donc beaucoup plus rare, beaucoup plus cher pour les consommateurs et possiblement en voie de disparition avancée. En tout cas, les derniers chiffres de l'Ifremer sont assez alarmants sur cette espèce-là aussi. Sur la prise de conscience, Laurent Kehl, tout à l'heure on parlait finalement de une certaine évolution des mentalités que vous pouviez constater au Suriname et au Guyana. Ici en Guyane, ça fait vous maintenant quelques années que vous travaillez au WWF Guyane. Est-ce que, d'accord, la situation, on l'a dit concrètement, au large de la Guyane, elle ne s'améliore pas, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a au moins une prise de conscience, une évolution des mentalités peu à peu sur la nécessité en fait de protéger ce qui se passe au large de la Guyane? Alors il y a certainement une prise de conscience sur cette nécessité. Après cette prise de conscience, on se posait la réflexion qu'elle a du mal à se traduire politiquement. Ouais. On a tous en tête, en tout cas ceux qui étaient là à l'époque, une grande mobilisation, je crois que c'était en novembre 2021, organisée à Sinnamary, où quasiment tous les élus guyanais s'étaient réunis pour se mobiliser contre la pêche illégale. Ouais. C'était il y a bientôt 4 ans. On se demande un peu ce qu'il en reste au jour d'aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que plus personne ne s'y intéresse. Patrick Lecamp, par exemple, a encore a proposé une réunion il y a quelques jours sur ce thème-là, sur la préservation des ressources marines et bien sûr la question de la pêche illégale. Mais c'est vrai qu'aussi, en l'absence de constance de mobilisation politique, c'est difficile aussi d'envisager des solutions à court terme. C'est aussi bien sûr les acteurs politiques qui sont le reflet des besoins, des urgences du territoire, pas uniquement les ONG, même sur des questions et surtout sur des questions environnementales. En l'occurrence, la pêche illégale, c'est plus uniquement une question d'enjeu environnemental, c'est devenu aussi une question de souveraineté alimentaire, puisque c'est aussi l'acoupa rouge qui est en train de disparaître sous nos yeux, du fait du même phénomène. Ouais, vous manquez de relais, on parle de relais politiques et on le disait tout à l'heure, Jean-Paul Ferreira sera à Nice pour représenter la Guyane. Vous êtes justement en discussion avec la collectivité pour qu'il y ait un lobbying, on va dire, de leur part qui soit fait sur tous ces sujets. Effectivement, pas plus tard que cet après-midi, on sera à la CTG pour discuter de tout ça, mais c'est vrai que là aussi, à défaut de mobilisation un peu permanente sur ce thème de la pêche illégale et de la préservation du milieu marin ici en Guyane, on compte beaucoup sur la CTG et sur les autres acteurs politiques du territoire et des territoires du plateau des Guyanes pour là aussi relayer les besoins et les impératifs du territoire au sein de l'UNOC, au sein de la Conférence des Nations Unies. Est-ce que le sujet de la pêche illégale en Guyane, Laurent Kehl, il n'est pas aussi intéressant à mettre en avant pour, ça montrer qu'il y a des liens logiques entre l'activité humaine et la biodiversité, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'écologie ou de protection de l'environnement, il y a cette espèce de séparation entre d'un côté, on va dire, les défenseurs de la nature et de l'autre, ceux qui disent, je caricature, mais bon, laissez-nous tranquilles. Là, pour le coup, sur le sujet de la pêche illégale, on voit bien quand même qu'il y a une corrélation entre l'avenir des pêcheurs, la souveraineté alimentaire et de l'autre, la préservation de l'environnement. Complètement. On dit souvent au WWF que les premiers acteurs de la protection de l'environnement marin, ce sont les pêcheurs, que l'on qualifie de veilleurs des mers, puisqu'ils sont en permanence au large. C'est eux qui voient les premiers les alertes. C'est à leur demande qu'on a relancé des survols aériens de mesures de la pêche illégale il y a quelques années. Ouais. Donc effectivement, il y a vraiment ce rôle qu'il faut souligner et reconnaître des pêcheurs comme premiers acteurs de la préservation de la biodiversité marine. En tout cas, en Guyane, on a la chance que ce soit le cas. C'est pas non plus une généralité, il faut être très clair. Il y a aussi des pêcheurs qui surexploitent leurs ressources. C'est le cas au Guyana, au Suriname, malheureusement. Mais ici, en Guyane, on a la chance d'avoir ce rôle-là bien incarné par le comité régional des pêches. Et ça permet un alignement, effectivement, assez rare entre écologie et exploitation soutenable des ressources. Raison de plus, on l'espère, pour qu'une mobilisation politique prenne le relais de ces sujets, notamment au sein de l'UNOC, pour enfin trouver des solutions concrètes que l'on pourrait constater sur le terrain autour de la pêche illégale. L'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, ce sera du 9 au 13 juin. Merci beaucoup Laurent Kehl d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère à bientôt. Très bonne journée.